Bonjour Gabriel Yared. Bonjour. On va dire Oscar à Hollywood, César de la meilleure musique de film. Vous êtes célébré partout dans le monde. Vous avez orchestré les plus grandes musiques des chanteurs que l'on aime, des chanteurs de variété et au-delà. On va parler de votre vie qui est assez incroyable. Et vous allez être à la fête au Festival de la musique de film de La Baule à l'occasion d'un grand concert, de grandes rencontres avec le public. Oui, en fait, ça va être un concert avec un tout petit ensemble. C'est-à-dire que la musique est à nu. En général, quand on a un orchestre symphonique, on peut planquer des choses encore. Mais quand c'est un tout petit orchestre, on entend absolument toutes les voix de l'orchestre. Ouais. Donc, je vais pouvoir donner ce concert le 10 novembre au Festival de cinéma et de la musique de film de La Baule. Et je suis très honoré d'être invité après avoir... Je sais qu'avant moi, il y a eu Michel Legrand, il y a eu Francis Lay, il y a eu Lalo Schifrin, toujours de grands compositeurs. Je suis très honoré de faire partie de cet aéropage. On va aller revoir des images de ce festival qui accueille les plus grands. Il y a Gérard Depardieu qui était l'année dernière, qui chantait Barbara. On voit les images. Et puis, c'est l'occasion de dire combien la musique de film, c'est important. Mais oui, qu'elle est importante. Mais oui, on se réveille de plus en plus à ça. Il y a de plus en plus de concerts maintenant de musique de film. Et j'ai moi-même participé à un concert au Royal Albert Hall à Londres, où ils ont passé le film Le Patient anglais sans aucune musique, uniquement avec les dialogues, et c'était un orchestre qui jouait la musique en direct. Ah oui. Ça s'appelle live. Ils font maintenant des concerts live de films, images et orchestre symphonique. Oui. C'est quoi une grande musique de film ? Écoutez, c'est marrant parce que ça peut aller de quelque chose de tout petit comme Le Troisième Homme, où c'est toujours la cithare autrichienne qui joue tam tadam 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 tout le long du film, ou alors ça peut prendre de grandes ampleurs comme dans Autant en emporte le vent, par exemple, de Max Steiner, mais c'est toujours une grande mélodie, un grand thème qui se développe à travers le film et dont on se souvient, qu'on n'oubliera jamais. Les grands compositeurs de thèmes sont souvent des Européens qui sont partis aux États-Unis, comme Maurice Jarre, par exemple, pour Laurence d'Arabie ou Dr Zhivago, des thèmes mémorables. Tout le monde connaît les thèmes de ces films. Michel Legrand, qui a écrit des thèmes absolument magnifiques, pas seulement pour les Parapluies de Cherbourg, mais pour l'été 42, pour l'affaire Thomas Crown. Donc, c'est d'abord, je dirais, un grand thème, et puis une manière d'habiter l'image, de lui apporter quelque chose d'essentiel qu'elle ne pourra elle-même jamais exprimer que par la musique. Oui, la rencontre, je le disais, avec le public à La Baule, ça vous touche quand les gens viennent vous voir et vous disent vos musiques nous ont bouleversés. Oui, ça m'intimide beaucoup, mais ça me touche aussi, parce que je leur dis toujours, d'ailleurs, quand je donne des concerts, je leur dis, vous connaissez les images des films dont je vais jouer la musique. Je vous demande de les oublier pour un instant, d'écouter ces musiques comme des musiques à part entière et de créer vous-même vos propres images d'un autre film. Parce que la musique a ce pouvoir incroyable de créer des images. Et donc, quand on écoute une musique, très souvent, on pense, quand on écoute une symphonie de Mahler ou je sais pas, ou La Mer de Debussy, on voit défiler des images. Et je pense que la musique, non seulement doit servir un film, mais doit aussi servir la musique. Oui, du 6 au 11 novembre 2019, 6e Festival du cinéma et musique de film de La Baule avec Gabriel Yared, invité d'honneur. Et TV5 Monde est très heureux de soutenir ce formidable festival. Gabriel Yared, à des moments, il faut s'arrêter, il ne faut rien faire d'autre qu'écouter. Écoutez cette musique-là, par exemple. On pense à ce personnage, je crois, qui était Anthony Minghella, qui vous a beaucoup marqué, qui a réalisé donc Le Patient anglais, pour lequel vous obtenez l'Oscar. Oui, et puis après, Le talentueux Monsieur Ripley, pour lequel aussi j'ai été nominé, et lui aussi aux Oscars. Et un troisième film, Retour à Cold Mountain, pour lequel aussi j'ai été nominé. C'est comme si toutes mes collaborations avec lui avaient été tellement essentielles et réussies sur un plan de l'osmose, image et musique, que les trois ont été couronnés d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour moi parce que c'est une de mes plus belles collaborations. C'est quelqu'un qui connaît la musique, qui pouvait même lire la musique et qui me lâchait toujours d'une certaine manière. Il me disait « va jusqu'au bout de toi-même ».
Et aucun de ces trois projets ne se ressemble ni musicalement, ni sur le plan de Écoutez l'histoire. celui-là, hein, Le Patient anglais, ça marque une vie. Hein. Mais oui, Écoutez ça. vous voyez, il y a quelque chose d'oriental aussi dans ça. Ce corps anglais qui chante, et puis ce canoun qui répète les petites phrases. Il y a quelque chose d'oriental, ça faisait partie de ce que Anthony m'avait demandé. Et les montées comme ça, cette Ah oui. émotion là, écoutez Ah oui. ça. Oui. C'est tout l'amour qui se dégage de ce film. Un amour qui aboutit à un drame, évidemment. Ouais. Lorsque, à Hollywood, on vous remet l'Oscar, qu'est-ce qu'on ressent? Écoutez, comme j'étais assis dans cette salle avec toute l'équipe du film, et je voyais les Oscars débarquer de plus en plus, c'est-à-dire, et l'Oscar revient à Walter Murch pour le montage, et l'Oscar revient à Juliette Binoche pour le meilleur. Je me suis dit, bon, c'est fini, ils en ont donné assez, je ne vais pas l'avoir. Et quand j'ai entendu mon nom, évidemment, bon, j'étais très impressionné, je suis monté, j'ai baragouiné quelque chose pour remercier, et j'ai même fait rire l'assistance sans me rendre compte, parce que j'avais dit apologize for my English, excusez-moi pour mon anglais, et il pensait que je parlais du patient anglais. Et je me suis dit, bon, ça y est, c'est fini, ça n'a pas été trop difficile pour moi. Mais c'est après, quand on va backstage, qu'on se rend compte que quelque chose de très important vous arrive, parce que là, il y a des milliers de photographes, de reporters, de journalistes qui vous interrogent et qui prennent des photos. Et là, on se dit, bon, il m'est arrivé un grand événement dans ma vie. Ouais. Alors avant de vivre un tel honneur, eh bien il faut parler de ce petit garçon qui grandit au Liban, Ah oui. hein, qui est bien loin de la musique au départ, bien loin de la musique. Pas dedans. Dedans, je crois que je suis né pour ça, vraiment. J'ai toujours eu ce sentiment d'appartenir à la musique et rien d'autre ne m'intéressait. Simplement, j'ai une période de trou de mémoire, de souvenirs, c'est entre 0 et 7-8 ans. Parce que j'étais pensionnaire très tôt chez les Jésuites, à l'âge de 4 ans, et j'en suis sorti à l'âge de 14. Mais mon premier intérêt, c'était la musique, et mon père me rappelle que quand j'étais petit, il m'avait emmené dans la ville de Beyrouth pour choisir un cadeau, et je m'étais arrêté devant un magasin d'instruments de musique, et je regardais un accordéon, parce que ça brillait, je dis « je veux ça ». Il dit « non, pas question ». Et il paraît que je lui aurais dit « si tu me l'achètes pas, je me jette sous les rails du tram », parce qu'il y avait un tram à Beyrouth. Donc il y avait vraiment une détermination incroyable. C'est incroyable. Voilà. Et à l'âge de 7 ans, j'ai pris des cours d'accordéon pendant l'été, pendant 2 ans, et au bout desquels le professeur a dit à mon père « je n'ai plus rien à lui apprendre », puis des cours chez les pères jésuites, une demi-heure par semaine, et je consacrais toutes mes récréations à aller dans la salle de musique pour apprendre à lire la musique. Oui, et alors il y avait l'église. Après et l'orgue. ça, oui, à 14 ans. Donc vous aviez, j'allais presque dire comploté, pour être près de cet orgue. Oui, j'ai comploté quand j'ai fait mes études de droit, parce que ça ne m'intéressait pas du tout, pensez-vous. Et j'ai trouvé, donc la faculté était juste en face de l'orgue des Jésuites, et je crois que j'ai passé mes 2 années de droit à la tribune de l'orgue, à déchiffrer des partitions que je ne connaissais pas, de Bach jusqu'à Messiaen. Ouais. Et alors vous étiez presque déjà intoxiqué par une musique qu'on va entendre d'ailleurs là, puisque vous êtes encore aujourd'hui le président des Amis de l'association des Amis de Maurice Ravel. Voilà, oui. Incroyable compositeur. On entend le boléro, évidemment, l'œuvre la plus diffusée au monde. Oui. Et vous êtes complètement pris par ça. Complètement. Mais je suis autant pris par ça, par Bach, Mozart, Schumann, Ravel, que par les Beatles, par Marvin Gaye, par Stevie Wonder, par Thelonious Monk, par le jazz, par les musiques premières. J'avais un goût très éclectique. Et je pensais vraiment que moi, je me retrouverais pleinement si je ne faisais pas abstraction, si je ne disais pas que la musique populaire n'a pas autant de valeur que la musique savante. Oui. Et donc je me suis intéressé à ça, je relevais tout ce que j'entendais des Beatles, tout ce que j'entendais de Marvin Gaye, et ça a été mon apprentissage, parce que je suis un peu autodidacte finalement. Oui. Alors vous décryptez les morceaux, les musiques. Oui, ce qu'on appelle écrivez. Oui, j'écoute, il faut avoir une oreille analytique pour n'entendre que la basse. Et je reportais la basse, que la batterie, que les guitares, que les voix, et j'avais une partition d'orchestre de ce que j'entendais. Oui. C'est comme ça que je me suis formé l'oreille. Oui. Et alors un jour, c'est quand vous dites à votre père, vous dit mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et vous ne savez pas, mais vous lui parlez de musique, vous dites la musique c'est pas un métier. Non, il me dit c'est un hobby. C'est une distraction, c'est tout. C'est un hobby. Et puis j'ai fait donc 2 années de droit, comme je vous l'ai dit, à la tribune de l'orgue. Et j'ai eu la chance de rencontrer en été un monsieur brésilien qui m'a proposé de représenter le Liban au festival de la chanson de Rio de Janeiro, qui s'appelle Maracana, dans le petit Maracanãzinho. Et j'ai écrit une chanson, j'étais au Brésil, j'ai écrit une chanson, je suis arrivé 3e.
je trouvais formidable parce que le premier, c'était le chanteur des Blood, Sweat and Tears, qui s'appelle David Clayton Thomas. Et de 15 jours, je suis resté 18 mois au Brésil, à travailler, à essayer d'avoir un petit groupe. J'écrivais mes musiques dans la journée, je les jouais le soir dans la boîte de nuit. Et j'ai dit, bon, je vais faire une demande de résidence définitive au Brésil, je vais passer dire au revoir à mes parents et à quelques amis que j'avais à Paris, et je suis resté à Paris. C'est incroyable. Hein. Oui. Votre vie est une succession comme ça de rendez-vous inattendus. Alors, on va parler de cette musique. Vous dites, au fond, la musique de variété, la musique de film, la grande musique, tout ça, il n'y a pas de frontières pour vous. Non. Je voudrais qu'on entende quelque chose, parce que c'est peut-être l'œuvre la plus étonnante de cet artiste, encore tellement aimé, et devenu tellement mythique, c'est Johnny. Oui. Et donc, vous orchestrez Hamlet. Johnny rêvait de jouer Shakespeare. Oui, oui. Je crois que c'est le projet qui lui tenait le plus à cœur, c'est Hamlet. Et je me souviens de lui en studio, lui qui d'habitude ne vient pas aux séances d'orchestre. Il était là tout le temps, intéressé, passionné par ce qui se passait. Ouais. Et j'ai senti quand le disque est sorti et qu'il n'avait pas vraiment bien marché, qu'il était très déçu. Ouais. Écoutez sa voix là, juste Gabriel, écoutez. Mais c'est sans importance. Je vais essayer de vous raconter cette histoire Oui, incroyable. comme je l'ai ressentie. Moi. Ouais. Je n'ai que des bons Et vous leur souvenirs avec sentirez, Johnny. c'est Johnny. Et avec Sylvie aussi d'ailleurs. Ouais. Alors, avec Johnny et Sylvie, vous orchestrez J'ai un problème, je sens bien que je t'aime, Oui. tube de l'été. Oui, oui, c'était ma première orchestration à Paris. Je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que j'avais fait un album avec les frères Costa, qui sont mes amis, en anglais, où je chantais, et eux chantaient avec moi. On avait groupé toutes les compositions que j'avais, moi, faites au Brésil et qu'eux avaient faites ici, et on a été en studio, et j'ai orchestré pour la première fois. Et les musiciens ont retenu de moi, donc ils se sont dit entre eux, entre les producteurs et eux, il y a un super orchestrateur à Paris. Donc j'ai été appelé, et mon premier projet, ça a été J'ai un problème de Johnny Hallyday, qu'on a enregistré à Londres avec des musiciens anglais. Incroyable succès. Pour la Alors, suite. Michel Jonas, François vous avez Hardy. travaillé beaucoup avec lui, Les vacances au bord de la mer, Oui, tube aussi. Oui, j'ai pu petit à petit m'éloigner de l'orchestration en commençant la production. C'est-à-dire que je m'intéressais pas simplement à orchestrer, mais je réalisais tout. C'est-à-dire qu'on choisissait les chansons. Pour François Hardy, j'ai écrit des chansons avec Ouais. Michel Jonas. J'écoute de la musique soul, Oui, par exemple. Oui, ça qui ne ressemble pas du tout à Françoise, mais qui était comme un univers nouveau dans sa manière de chanter. Et petit à petit, je me suis dit, il faut que j'arrête l'orchestration, parce que c'est très bien, j'ai beaucoup appris grâce aux chanteurs, j'ai acheté plein de partitions pour Vous lire, travaillez pour avec comprendre. Aznavour, vous travaillez avec, avec tout Avec les plus tout le grands. monde, Oui. Aznavour, Beko, Macias, enfin, j'ai fait toutes les orchestrations du monde. Et je dis maintenant, il faut que je m'arrête. Et j'ai pris 2 années sabbatiques et j'étais voir un professeur de contrepoint et de fugue à la retraite du conservatoire. Et j'ai pris 2 ans, j'ai fait 2 ans de cours, j'ai recommencé tout à zéro. C'est comme ça que j'ai pu vraiment apprendre la musique dans le fond. Parce qu'on peut avoir une oreille formidable, mais ça ne sert à rien si on ne connaît pas les bases vraiment de la musique, ces disciplines qui ont engendré des gens aussi différents que Bach, Ravel, Messiaen ou Dutilleux. Ce sont les mêmes règles. Donc il fallait que j'apprenne ces règles. Oui. Et à l'issue de cet apprentissage de 2 ans, j'ai appris que Jacques Dutronc avait parlé de moi à Jean-Luc Godard, et j'ai commencé comme ça dans la musique de film. Alors, vous retrouvez donc dans ce film Sauf qui peut, de Jean-Luc Godard. Et là, il adore. Parce Oui. que c'est pas quelqu'un de facile. Vous ne connaissiez rien à Jean-Luc Godard. Non, je ne connaissais pas du tout Jean-Luc Godard. Je sais simplement qu'il est venu en studio. Nous étions juste 2 musiciens, parce qu'il n'y avait pas un grand budget. J'étais au piano et j'avais mon programmeur de synthétiseur qui est formidable, Georges Rodi. Il est là, il est resté là, il n'a rien dit, il a pris les bandes et il a monté le film sur ma musique. Et c'est après que je me suis rendu compte du travail formidable qu'il avait fait de ma musique. C'est-à-dire qu'il a vraiment porté au nu, d'une certaine manière, dans son montage. Et on a été en correspondance pendant très longtemps, et un jour il m'a dit je ne vais plus travailler avec un compositeur vivant, maintenant je travaille avec Jean-Sébastien Bach, Beethoven, etc. Et il a raison, parce qu'il y a de très très belles musiques. Vous prenez une grande musique de Jean-Sébastien Bach, vous la mettez sur un film, vous l'illuminez, ce film. Ouais. Une rencontre formidable avec Jean-Jacques Benex. Oui. Alors, 37.2, c'est vous qui faites la musique. Oui. Mais vous faites aussi celle-là. C'est la première d'ailleurs.
La lune dans le caniveau. Ouais, écoutez parce que c'est quand même assez incroyable. C'est dommage parce que ce film a été d'abord très mal reçu à Cannes. Il a été descendu complètement. Et quand on y repense, quand on le revoit après toutes ces années, je crois que c'est un film qui date, je sais pas, des années 82 ou 83, il y avait une intention très intéressante dans ce film. Même s'il était il paraissait brouillon ou trop prétentieux, moi je ne le trouve pas aujourd'hui. Ça a été ma première collaboration avec Benex. Et pour la deuxième, 37.2, on a dit, on va passer d'un grand orchestre qu'on vient d'entendre à un tout petit orchestre, mais vraiment in, comme on dit, c'est-à-dire uniquement avec une guitare, une harmonica, un piano, une basse, une batterie. On est redevenu, on a tout simplifié. Et étrangement, pour La Lune dans le caniveau et pour 37.2 le matin, toute la musique a été écrite avant le tournage. Ce qui fait que Béatrice Dalle, Jean-Hugues Anglade, le chef opérateur Jean-François Robin, tout le monde sur le plateau connaissait la musique. Et je crois que ça change les choses. Même les acteurs m'ont dit, même si on n'a pas la musique pendant qu'on joue, d'une certaine manière, inconsciemment, on entend la musique qui se déroule derrière nous. Ouais, extraordinaire d'entendre cette musique. On va en entendre encore une autre, qui est une musique absolument marquante, parce qu'évidemment aussi pour vous, vous obtenez le César de la meilleure musique de film pour cette réalisation. Écoutez ça simplement. C'est évidemment l'amant de Jean-Jacques Hano. Oui, encore une belle collaboration. Ouais, et là, on vous amène en Indochine, on vous amène... il faut trouver les timbres, il faut trouver le... Oui, alors pour ça, il faut dire que Jean-Jacques Hano est quelqu'un de très très minutieux, qui m'avait apporté tous les documents concernant la musique en Indochine, les instruments. Il m'a même offert une boîte avec tous les instruments en miniature. Et il m'a dit, voilà, on est en 1930, 30 par là, il faut que tu trouves l'esprit de ce que pouvait être la musique à cette époque-là en Indochine. Mais quand on a parlé du thème principal, il m'a dit quelque chose de très simple. Il s'agit d'une histoire d'amour très très simple, comme un arpège en musique. Et ça a été le déclencheur qui m'a permis de trouver ce thème principal de l'amant. C'est très bizarre parce que souvent les réalisateurs ont une difficulté à parler de la musique. Ils savent pas trop ce qu'ils attendent. C'est à nous de trouver. Mais il faut les faire parler parce que dans leur dire, dans leurs paroles, il y a certainement une source d'inspiration pour un compositeur. Oui, et ne jamais se laisser enfermer, je crois que c'est ça votre devise, oui, dans un genre qui serait peut-être le romantique. Oui, j'en ai marre, oui. Tati Daniel, pour moi, ça a été... des comédies. Exultant, oui, et tout ce que j'ai fait avec Mocky aussi. Oui, Jean-Pierre Mocky, vous faites les saisons du plaisir, vous dites Tati Daniel, Châtillaise, vous aimez comme ça varier les plaisirs. Mais oui, les films d'animation avec Michel Oslo, j'aime toutes les musiques, à condition que je ne me répète pas. Et je dois dire que ça a été le problème avec moi aux États-Unis, quand j'ai été pour y vivre un peu, c'est qu'on me proposait toujours des films qui étaient dans la tradition du patient anglais, lyrique, romantique, et on étouffe. On a envie de faire autre chose. On a envie de s'amuser aussi. Oui. Un jour, vous recevez, je crois, une lettre qui vient du Québec. Ah oui. C'est un jeune homme qui vous écrit. Oui. Racontez-moi ça. Eh bien, c'est Xavier Dolan qui m'a écrit une lettre. J'ai reçu une lettre et un mail. Une très très belle lettre, parce qu'il écrit très très bien. On dit en anglais articulated, vraiment. Il écrit très très bien, il parle très bien. Dans lequel il me disait qu'il avait très envie de travailler avec moi sur un film qui s'appelle Tom à la ferme, dans lequel il était acteur et réalisateur aussi. Et comme je ne connaissais pas Xavier Dolan, j'ai acheté quelques films que j'ai regardés, et j'ai trouvé qu'il y avait, même si c'était un peu brouillon encore, qu'il y avait un style extraordinaire d'un film à l'autre, que ce soit Laurence Anyways ou bien J'ai tué ma mère, qui avait vraiment une personnalité derrière. Et il est tout jeune, il a l'âge de mon fils, c'est-à-dire il vient d'avoir 30 ans ou il va avoir 30 ans. Et donc je lui ai dit, ça marche, je vais travailler avec vous, quand est-ce qu'on se voit ? Et là, il m'a dit, je peux pas, je suis au Québec, je suis en train de faire des doublages. Je lui ai dit, alors on se voit à ce moment-là à l'enregistrement. Il m'a dit, je peux pas, je prépare mon prochain film. Donc c'est la première fois que je travaille pour un réalisateur que je ne rencontre pas et qui n'est pas présent dans les séances d'enregistrement.
Mais ça s'est très bien passé et on s'est rencontrés pour la première fois à Cannes, 1 an après, pour parler de Juste la fin du monde, qui est le 2e film pour lequel j'ai collaboré avec lui. Oui. Et ça, c'est quelqu'un vraiment qui attend beaucoup de la musique. Il a des idées très précises, mais je lui ai parlé de mon approche, qui consiste à écrire aussi avant l'image, et il a adhéré à cette approche, ce qui fait qu'une grande partie de la musique de Juste la fin du monde a été écrite aussi avant les images. Oui. Alors, on a un document maintenant, on va entendre. Je crois que la maison de disques a brisé la matrice. Ah oui. C'est vous, chanteur. C'est mon seul album de chanteur que je... Oui. Oui. Le seul avec celui que j'ai fait avec les frères Costa, qui était en anglais. Oui. Et c'est vous, c'est votre style, écoutez ça. Ça s'appelle Que tu m'enterres. Ce sont mes mains. J'adore cette chanson. Que mes yeux, ce sont les tiens. C'est incroyable. Oui, hein. je me souviens Un parce que- album unique. Oui, hein, Gabriel j'avais Yared, été, chanteur. oui, j'avais été avec Michel, j'avais loué une maison à Gourville, près de la forêt de Rambouillet, et lui m'avait poussé à chanter, donc j'écrivais les musiques, il écrivait les textes, il m'a dit « mais de quoi tu veux parler ?» Je lui ai dit « je veux parler de mon enfance ». « Que tu m'enterres » qu'on écoute maintenant, c'est une expression en arabe qui veut dire « to'burni », ce que tous les gens qui aiment disent, soit à leurs conjoints, soit à leurs enfants. Et j'ai écrit aussi avec lui une autre chanson qui s'appelle Moisine, tout ce que j'entendais du pensionnat. Donc ça se rattache beaucoup à mon enfance. Et maintenant, ça me touche. Parce que pendant très longtemps, je voulais rejeter toute mon enfance, tout ce qui était l'épisode libanais. Parce que je n'ai eu que des gens contre moi. Le professeur de piano, mes parents, ils étaient contre moi, ils étaient contre la carrière que je voulais embrasser. Et plus le temps passe, et plus je reviens vraiment à mes racines. Parce qu'on ne peut pas les arracher. Écoutez ça. Une rue, une gare, on se retrouvera comme hier. Ensemble on vieillira. C'est ça la chanson. hein. Ouais. Vous savez qu'elle a été reprise par Françoise Hardy, Ouais. cette chanson. Et Ouais. Jeanne Chéral aussi. Ouais. Oui, oui. Un mot, Gabriel Yared, du Liban. Ce pays qui vibre en vous aujourd'hui, exulte à travers la jeunesse qui manifeste en ce moment. Comment vous le ressentez? Mais écoutez, il n'y a pas que la jeunesse. Moi, je trouve ça enthousiasmant, finalement, ce qui se passe. C'est un mouvement lucide, solidaire, avec des gens de tous les âges, de toute classe sociale, de toute religion confondue, qui appellent à un changement drastique, qui aspirent à une autre gouvernance, dans un pays purifié, redynamisé, et finalement à une sorte de vivre ensemble dans la dignité et la paix. Et je suis totalement solidaire de ce mouvement, et de leurs causes et de leurs aspirations. Je tenais à le dire. Oui. C'est important. Oui. Ouais. Gabriel Yared, ça compte de rester soi jusqu'au bout. Oui, ça compte et ça coûte, parce que pour rester vraiment soi, il faut refuser d'une certaine manière de gagner trop vite. Il faut même savoir dire non quand plusieurs occasions se présentent en se disant « je veux préserver la musique qu'il y a en moi, je ne veux pas la trahir et je sais que j'ai besoin de temps pour créer une musique, donc je prends mon temps, mais je voudrais que chaque musique que je fais, que je compose, soit digne du don que j'ai reçu. » Oui. C'est quoi un don finalement? Il vient d'où? Je ne sais pas, c'est un mystère. C'est un mystère pour moi, parce que je viens d'une famille où il n'y a pas d'artiste, vraiment. Certainement, j'avais une grand-mère qui touchait un peu le piano, mais je sais que je suis né avec ça. Et mon père m'appelait le bélier noir, parce que j'étais très effronté, je voulais à tout prix, c'était la musique seule qui m'intéressait, rien d'autre. Je ne sais pas, ça vient d'en haut, c'est comme l'inspiration, vous me direz, ça vient d'où? L'inspiration, quand on se tait un peu et qu'on écoute, il y a plein de choses qui tombent sur vous. Mais il faut apprendre à les développer. Il faut apprendre à les féconder, à en faire une œuvre. Et ça, c'est du travail. Ouais. Et si vous partiez sur une île déserte, vous amèneriez quoi? Pas le boléro de Ravel. J'emmènerai rien à Thelonious écouter. Monk? Non. Rien à écouter, Non. non. Rien à écouter, je veux entendre le bruit du vent, de la nature, le ressac, la mer, et tout ce qu'il y a dans mon imaginaire aussi, qui est immense. L'imaginaire, comme par exemple entendre et entendre encore le patient anglais. Ah oui. Et au fond, c'est vous. Cette musique que les générations entendent et entendront encore,
Ils se diront, bah, derrière, il y a vous. J'espère Ouais. qu'elles les entendront encore. Oui, parce que vraiment, j'y ai mis toute ma conscience, toute mon application, tout ce que j'apprends et que je continue d'apprendre dans chaque musique que j'ai écrite. Et ce que je donne à entendre est vraiment le fruit de tout ça. Merci beaucoup, Gabriel Merci Yared. beaucoup. Merci Merci. d'avoir été notre invité. Merci.